Bonjour à tous, on vient de l'apprendre un instant, le pape est mort. Paix à son âme, lui dont le pontificat n'aura été qu'un véritable désastre. Je dis bien désastre, et ce pour 5 raisons. 1, d'abord une haine implacable de la tradition, qui pourtant fait le plus d'adeptes aujourd'hui. Il a décidé de supprimer la messe en latin selon le rite tridentin. Une décision totalement arbitraire et une attaque d'une violence inouïe contre l'Église originelle. 2, la poursuite effrénée de Vatican II, avec ses prêtres sans soutane, ses sœurs sans voile, ses religieux qui ne prient pas et des fidèles complètement désappointés. 3, les seules vocations qui auront mérité finalement l'approbation de Bergoglio sont modernistes, inclusives, faites de néant doctrinal, de vide moral et de slogans humanitaires banals. 4, un gros soupçon d'avoir initié la franc-maçonnerie à tous les niveaux de l'Église, y compris maintenant chez les nouveaux cardinaux. En gros, il a semé le trouble en tant que pape et il nous laisse en héritage une Église minée de l'intérieur. 5, on ne lui pardonnera pas le Covid et toutes ces mesures inappropriées que le représentant quand même de Dieu sur terre a prises vraiment de façon éhontée, scandaleuse. Cette idéologie de la vaccination intégrale qu'il a tant promue, faisant des labos le nouveau credo. Il a fait de ses dévots 2 milliards de vaccinés. Il a fait du Vatican les grands maîtres argentiers. On aura détesté notamment ce fameux coude, vous savez, employé à la messe pour se saluer maintenant, marque d'une nouvelle tradition païenne, de ce gel hydroalcoolique qui remplaçait nos bénitiers, de cette piqûre tant prônée par Bergoglio, entraînant AVC, maladies cardiaques et maladies respiratoires et cancer. Enfin, il a fait de la peur vraiment le salut de notre âme et de la distanciation sociale sa parole d'évangile. Alors, s'il n'est bien sûr jamais bon de dénigrer autant un homme, de surcroît quelques minutes après sa mort, eh bien, que Dieu m'en pardonne. Que Dieu m'en pardonne. Mais non, vraiment, ce pape-là, Bergoglio, contrairement à ses 2 ou 3 prédécesseurs, ne restera vraiment pas dans mon cœur. Et ça, vous l'aurez compris. Merci de partager. Où est-ce qu'on a dérivé? Où est-ce qu'à un moment donné, la religion, justement, c'est venu l'ennemi à abattre? Ben oui, on l'a nommé tout à l'heure, il y a les pensionnats, il y a eu de l'abus de certains porte-paroles de la religion, mais où est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu tabou d'en parler sur la place publique, où on l'associe beaucoup à l'extrême droite aux États-Unis? Hein? C'est souvent ça qu'on entend. L'augmentation de 5 sous le litre d'essence est liée plutôt en cette période-ci au changement de carburant, c'est-à-dire on passe de l'essence d'hiver à l'essence d'été. C'est toujours comme ça. Our top secret security clearance. I got mine within 3 weeks. It wasn't hard, but I felt it was important that I had it so I could be in a position to be informed about that dangerous world and take decisions at. And Mr. Polyev, it is now 950 days, if my numbers are right, since you've had the opportunity to get your top secret security clearance, and you've refused. Why? Well, first of all, I have got my security clearance when I was a minister. I got top secret clearance at the time, so there's no problem getting that. But when the government made this recent offer, they said that if I got the secret security clearance briefings, that I would be gagged under the security law, and I could be prosecuted if I spoke freely about matters of foreign interference. Now, given that Canada has experienced Chinese interference by Beijing, the government of China, in 2 consecutive elections, I needed to do my job to speak freely without fear of prosecution. And that was not something I would be allowed to do. Even Thomas Mulcair, the former leader of the NDP, said that when he was the leader of the opposition, he never would have accepted the kind of gag order that your government and Mr. Trudeau's government was attempting to impose on me. And it's good that I'd made that decision because it has allowed me to speak freely about things like the case where one of your candidates, sir, actually said that he wanted to send a political opponent to China under a bounty threatening his life or imprisonment, and you refused to get rid of him. Now, it might have something to do with the fact that you went to China not long ago to get a $250 million loan for your company, but the reality is you refused to stand up for a Canadian who was being threatened by a foreign government, and I was able to speak freely on that matter because I refused the gag order that the Liberal government attempted to impose on me. Votre gouvernement libéral, depuis 10 ans, a le pire bilan en matière d'immigration, le pire bilan en matière de logement, le pire bilan en matière d'inflation, le pire bilan en matière de criminalité.
N'êtes-vous pas gêné de demander aux Canadiens un 4e mandat après ce pire bilan libéral? Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. In particular, your appearance at the Liberal Convention a few years ago, which created a big splash. Will you be at the one this week? The one, yes. It's yeah, coming no, up. I will attend, yeah. I support the Prime Minister. Je viens d'arriver. It's an honor to accept this role as chair of this new task force on economic growth for the Prime Minister, for the leader. I'm the catalyst in a much broader effort, an effort of those members of Parliament. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Même ministre, C'est comment? même député, même je viens conseiller, d'arriver. même promesse, même histoire. Et ton promesse. Prime Minister Trudeau, my time doesn't permit me to recognize all of your accomplishments. Comme économiste, j'avais beaucoup hâte d'entendre M. Carney parce que, bon, il cache, il débat pas, il va pas d'un débat, répond un peu à toutes les questions des journalistes. J'avais hâte de connaître ses idées. Hier, la taxe carbone, ça a montré ça. On s'est rendu compte que M. Carney connaît même pas ses propres idées. On a vu un homme mélangé sur les cibles d'immigration en français, sur le fonctionnement des chèques, fonctionnement de la taxe carbone. Il conteste des données sur les tarifs d'aluminium qui nous viennent directement de l'industrie. Mauvaise connaissance de ces mécanismes-là, mauvaise connaissance juridique la clause non-obstant. Alors, on finit par se dire que c'est bien beau nous vanter un banquier central qui a monté puis qui a baissé les taux d'intérêt, mais il n'y a pas de, ce monsieur-là n'a pas de compétences dans la gestion de l'État. Puis si je peux me permettre un commentaire à M. Dumont, M. Carney, là, se prend un peu pour Dieu. Il nous dit que depuis qu'il a été élu premier ministre, depuis qu'il est premier ministre non élu, dis-je, qu'il a réformé le Canada en 6 jours, qu'il a fait le tour du monde, signé des ententes avec tout le monde, mais il n'a pas eu la décence dans un Parlement minoritaire de donner un coup de fil aux 3 autres chefs de partis d'opposition qui, eux, sont élus pour faire part de ces projets post-électoraux. Alors, M. Carney, dans sa carrière précédente, il était réputé pour gouverner ses banques centrales d'une main de fer. C'est un homme très dur. Et les Québécois, s'ils lui donnent un chèque en blanc, vont avoir droit à un premier ministre qui impose, qui écoute peu, qui a peu de considération pour les autres et qui gouverne avec une main de fer. Et on l'a vu très clairement hier pendant le débat. Hey, qu'est-ce que tu appelles la fin du Canada? Ben, excuse-moi, mais moi, je connais rien. Moi, je suis un tarlat, mais je n'ai parlé de ça, là, la fin du Canada. Quand Trump est arrivé, puis là, tu as vu l'Alberta dire « On va s'entendre, on va s'asseoir, on va jaser, on va, tu sais... » Là, tu dis « Oh, il y a une première faille dans le Canada fort, puis elbows up, tu sais, la danse du canard du Parti libéral. » Tu sais, là, tout à coup, tu as des blocs, là. Puis ça, c'est ce que Blanchet, hier, tout le monde en parle, je l'ai pas regardé. Mais tu as le Bloc québécois, tu pourrais avoir le Bloc de l'Ouest, mais là, en Alberta, Benoît, il y a quasiment autant de souverainistes qu'au Québec, là. Hein? Oui, en Saskatchewan. En Saskatchewan, puis au Manitoba. Ils ont plus de courage, les Canadiens anglais, qui en ont assez des libéraux de se faire dicter comment ça marche, que le Québec depuis 60 ans. C'est quand même pas pire. C'est quand même extraordinaire. Nous, on est tellement peureux. On parle, je t'attends dans le cours d'école, puis on sort par la porte de côté pour pas être dans le cours d'école. Mais tu crois-tu à ça, un vrai mouvement souverainiste en Alberta? Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça, puis ça arrive jamais. Puis là, on dit, ben là, avec Mark Carney, ça... Tu sais, s'il est centralisateur, il gouverne ça à partir de Toronto, ça pourrait créer de la frustration dans l'Ouest, mais... Lui, il dit, Carney, il se présente comme un gars de l'Alberta, là, il a grandi là. Il se présente comme n'importe quoi. Il se présente comme premier ministre, tu sais, ça, c'est la plus belle joke. Moi, je le crois, là. Mais je le crois parce que je pense que les Canadiens de l'Ouest ont plus d'affinité avec les Américains du Nord-Ouest qu'avec nous autres. Et de loin. Moi, je pense qu'on va redessiner le Canada, là, avec Carney qui s'en vient, avec ce qu'il propose. Écoute, c'est pire que... Écoute, ça te rappelle pas Justin Trudeau quand il a été élu en 2015? Je vous promets une dette de 20 milliards. Ben, il l'a fait. Benoît, quand il a commencé à dire, là, le budget est équilibré, là, moi, je vais retourner en déficit. Je vais recommencer Ces sondages montaient, là, aussi vite que ces déficits. Le monde aime ça. The past is gone. Now's the future.
note, et là c'est l'agence Moody's qui s'en est sortie en ne notant pas la France, tout simplement. Donc ça reconduit automatiquement la note précédente, mais évidemment l'agence ne veut pas se mouiller parce que tout le monde sait bien que la France est au bord de la banqueroute. Malheureusement, après 50 ans de socialisme, c'est tout à fait d'ailleurs normal, hein, ça n'a jamais marché, ni en URSS, ni au Venezuela, ça ne marchera pas en France non plus. Donc le pays, en plus visiblement, est absolument irréformable. Les seules réformes dont on va faire, c'est augmenter les impôts sur les gens qui travaillent. Donc voilà comment l'agence Moody's s'en est sortie. Il reste Standard & Poor's. On va voir ce qu'ils vont choisir en disant oui, effectivement, la France ne mérite pas son double A, mais abracadabra, parce que sinon l'euro va s'effondrer, le système va s'effondrer, c'est la catastrophe mondiale. On maintient quand même la note de la France, mais il faut encore une fois ne pas oublier qu'en 2008, Lehman Brothers avaient les plus hautes notations avant de s'effondrer. Donc toutes ces agences de notation obéissent notamment à un agenda politique. La question, c'est jusqu'à quand ces agences pourront protéger la note de la France, qui évidemment ne mérite pas son double A. Pendant que tu cherches, je veux expliquer que Donald Trump se fait traiter par tout le monde d'être menteur. OK? C'est ce qu'on lui. C'est un menteur, tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, pendant les dernières manifestations qu'il y a eu, les journalistes indépendants, parce que les CNN et MSNBC, tout ça, le feront pas, mais il y a des journalistes indépendants qui allaient voir les gens qui avaient des pancartes qui disaient Trump is a liar. Puis là, ils allaient les voir et ils disaient est-ce que vous pensez vraiment que Trump est un menteur? Ben oui, c'est un menteur. Là, on demandait qu'est-ce qu'il a dit comme menterie? Tout! À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une menterie. OK, mais dites-moi donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, par quoi je pourrais bien commencer? Il y en a tellement. Ben, dites-moi une. Et ça se finissait toujours par, vraiment, là, vous pensez qu'il n'est pas menteur? Ben, ça vaut pas la peine que je parle avec vous, puis ils s'en vont. Ils sont pas capables. Il y a personne qui est capable de dire pourquoi Donald Trump, on le traite de menteur quand on leur met un micro en dessous du nez. Vous avez été nombreux à me remercier quand j'ai expliqué que Netanyahou était de plus en plus isolé, et ça se confirme. D'abord au sein de l'appareil israélien, mais aussi parmi les dirigeants européens. Voici 2 autres bonnes nouvelles. À Tel Aviv, des officiers supérieurs ont réclamé que Netanyahou laisse d'urgence l'aide humanitaire entrer à nouveau à Gaza pour éviter, je cite, une famine et une maladie généralisée, et les officiers et soldats impliqués dans les combats pourraient faire face à des conséquences juridiques au niveau international. Ils ont peur des poursuites? Très bien. Et le nouveau chef d'état-major, Zamir, avertit que si on n'enrôle pas des milliers de jeunes ultra-orthodoxes, l'armée israélienne ne pourra atteindre ses objectifs à Gaza, car les réservistes sont très frustrés. Beaucoup ont effectué 200 jours de service depuis le 7 octobre. En Europe, Macron découvre tout d'un coup, après 18 mois, que les civils de Gaza subissent un calvaire, je cite. Et il veut que Netanyahou cesse et parle même de reconnaître un État palestinien. La France aurait seulement 77 ans de retard. De même, Kallas, ministre des Affaires étrangères UE, qui encore fin mars félicitait les génocideurs, nous sommes de très bons partenaires, ben oui, l'Union européenne va pouvoir acheter des armes testées sur le corps des enfants palestiniens, magnifique. Eh bien, voilà que tout d'un coup, elle offre 1,6 milliard à l'autorité palestinienne pour une solution à 2 États. Attention, ça cache une manœuvre, on en reparlera. Bon sentiment? Remords? Non. Ils comprennent que la résistance héroïque des Palestiniens a mis Netanyahou en échec, la société israélienne se divise, les réalistes se rendent compte qu'Israël ne peut gagner, qu'il va falloir négocier, et sans doute remplacer Netanyahou. Alors devons-nous relâcher notre pression? C'est bon, ils vont céder? Non. Ils ne reculent qu'à cause de la pression populaire, il faut donc la renforcer. Nous préparons des actions, contactez-moi à l'adresse de générique. La paix, ça passe par notre bataille de l'info. Merci. Mais allons-y avec Thierry Messant, écoutez bien. Moi, je pense qu'il faut juger Donald Trump sur ce qu'il fait et non pas sur ce qu'il dit. Parce que c'est quelqu'un d'abord qui est d'une culture tout à fait différente de la nôtre. Lui, il bouscule les gens quand il arrive. Voilà, c'est sa technique. Toujours, il bouscule. Donc, ces déclarations à l'emporte-pièce sont très choquantes pour nous, mais ce qu'il fait mérite vraiment un coup de chapeau. Un coup de chapeau. Merci Thierry Messant, parce que Trump fait la paix. Trump évite la Troisième Guerre mondiale, empêche le Grand Israël, nous raconte-t-il, etc. Merci Thierry Messant. Parce que, en fait... S'il continue comme ça, je vais lui envoyer une photo de moi torse nu.
actuellement, il a fait 3 grandes choses. D'une part, il a détruit, mais systématiquement détruit, alors comme ça, il fait des grandes déclarations, mais il va beaucoup plus loin. Il a détruit tout ce qui fait l'impérialisme des États-Unis. Pensez à USAID, pensez à la CIA, pensez à tout ça. Pensez à, c'est ça, le fait qu'il se retire d'Afghanistan. Il a déconstruit, je l'ai expliqué moi-même, ça. Je ne sais pas s'il écoute les web-journaux. Il utilise exactement les mêmes mots que moi. Trump a détruit l'impérialisme américain. Et ça, c'est une avancée considérable dans l'histoire. Il fait ce que Mikhail Gorbatchev a fait en Union soviétique. Et la deuxième chose, c'est que, ayant détruit les instruments de l'impérialisme américain, il établit la paix en Ukraine et au Moyen-Orient, en fait. Pas simplement en Palestine. Alors, en Palestine, pour le moment... Dans toute la région... Et c'est pas encore réglé en Palestine, mais c'est dans toute la région. Il établit la paix au Moyen-Orient. Il vous le dit, là. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas des résultats visibles, parce que, pour le moment, il y a toujours Netanyahou qui est au pouvoir en Israël. Mais il a déjà réussi à obliger Netanyahou à abandonner sa stratégie de grand Israël. Ça, personne ici ne le remarque, mais c'est quand même, c'est sidérant. Il n'y a plus d'avancée israélienne au Liban et en Syrie. Et on sait qu'il n'y a plus de possibilité de guerre en Iran. Il a déconstruit l'impérialisme américain et il a mis un terme au Grand Israël, à la possibilité d'un Grand Israël. 1979, il a dû tirer sa révérence en 2016. Et la surprise, plutôt que de miser sur le Made in France à l'époque, l'État a opté pour le HK 416 allemand. Ils ont snobé Vernet-Caron. Vernet-Caron, c'est quoi? C'est un armurier stéphanois qui a été fondé en 1820, qui se positionnait justement pour prendre la relève. Résultat, cette entreprise stéphanoise, elle a été laissée sur le carreau, elle sombre en redressement judiciaire et en ce moment, un Belge est en train de guetter pour la racheter à bon compte. Alors sous Macron, aucun nombre de projets pour ranimer ce savoir-faire. Il préfère laisser notre patrimoine s'évanouir au profit de nos voisins. Alors il y en a d'autres. Un Nexeya, c'est un autre joyau par exemple. Un leader dans les systèmes électroniques de la défense qui fournit des technologies par exemple au Charles Leclerc ou aux équipements encore une fois pour le Rafale. Eh bien oui, en 2019, pour 60 millions d'euros, il a été racheté par les Allemands sous l'aval justement implicite du gouvernement français. On a Manura à Moulouse qui est un fabricant d'armes et de munitions, qui est passé sous pavillon émirati en 2018, ou encore l'ATECOR, qui est lié au Rafale, qui est passé sous contrôle américain en 2019. Je pourrais continuer, Christine, pendant des heures. À chaque fois, Emmanuel Macron a affaibli notre industrie de la défense. Pourtant, nous avait vendu quand même Emmanuel Macron, je cite en Mozart de la finance, pro-business, pro-entreprise. Comment expliquer une telle contradiction que vous êtes en train de nous démontrer entre les paroles et les actes? Alors c'est simple, Emmanuel Macron, il est mu depuis près de 10 ans par une idéologie, celle d'une prétendue coopération européenne qui n'existe que dans sa tête. Tous les pays, que ce soit l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie, ne défendent que leur intérêt pendant que la France se donne gratuitement à tout le monde. LMB Aerospace, subventionné par nos impôts, part chez les Américains. Donc en ce moment, nos fleurons militaires dispersés aux 4 coins de l'Europe ou du globe et une industrie asphyxiée. Voilà son bilan. La France, Christine, elle ne se réarme pas. Elle s'efface, abandonnée par un président qui préfère aujourd'hui les mots aux actes. D'après un rapport de l'Institut des relations internationales et stratégiques, 63% des équipements militaires achetés en Europe viennent de l'oncle Sam. Et nous n'avons aucune raison de croire que cela changera avec Macron, malgré la grande annonce des 800 milliards d'investissements. La souveraineté, Christine, ça n'est pas une promesse, c'est une bataille à laquelle il n'a jamais cru. Alors pourquoi nous devrions le croire? Comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer? Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle
qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable, mais 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Imaginez l'effet que peut avoir sur tous ceux qui se disent « on nous cache tout, on nous dit rien », l'effet que peut avoir cette information. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est dévastateur. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait un Donald Trump pendant son premier mandat qui était dans une posture très agressive vis-à-vis de la Chine et une Allemagne qui était très complaisante vis-à-vis de la Chine et Merkel ne voulait pas donner raison à Donald Trump. C'était aussi idéologique, je pense, de la part de Merkel et à la fin des fins, Trump, de temps en temps, il peut avoir raison et je pense que sur cette histoire du Covid, le temps lui a donné raison. Isabelle. Oui, moi je me souviens parce que j'avais beaucoup couvert l'histoire et j'avais déjà été frappée, donc c'est pas que en Allemagne, par la manière dont les gouvernements européens en fait étaient relativement cool avec la Chine sur cette histoire. Et il y a eu un espèce de déni, il y a une espèce d'omerta sur ce sujet et on a laissé la Chine tranquille alors que c'est quand même absolument incroyable. On aurait dû demander des comptes de manière extrêmement vive à Pékin. Mettez les masques. Mettez les masques. Mettez les masques. Partout. Bien. On peut y aller? Tout le monde est prêt? Bien, mesdames et messieurs. On craignait le grand blackout. La France produit beaucoup d'électricité, bien plus qu'il n'en faut. C'est même un problème. Les producteurs cassent leur prix pour la vendre à l'étranger et l'État compense, ce qui lui coûte cher. Seul moyen d'éviter cette situation, débrancher les parcs à éoliennes. Alexandre Guin, Canfitine Douty et Nordintar. La production électrique bat son plein dans les centrales et les parcs éoliens et solaires, de plus en plus nombreux. Pourtant, il y a 3 ans, la France craignait le blackout à cause de nombreux réacteurs nucléaires en maintenance. Les autorités demandaient aux usagers de réduire. Selon les heures, ici on est en pleine nuit, donc la chambre est à 16 degrés. À Paris, Jean-Bernard Secaldi a investi dans un thermostat et des prises connectées pour mieux maîtriser sa consommation. D'accord. Ce sont des petits gains d'économie qui, mis à bout petit à petit, constituent quand même une économie. Résultat, les particuliers et les entreprises consomment moins. En 3 ans, moins 3,4%. Alors la France exporte de l'électricité, mais produit toujours trop, au point d'alarmer le gestionnaire de l'énergie RTE dans un courrier envoyé aux fournisseurs. RTE est actuellement confronté à une situation extrêmement tendue. L'électricité ne peut pas être stockée. Pour éviter de faire sauter les plombs du réseau, RTE peut en dernier recours demander aux producteurs d'énergie renouvelable de fermer les vannes, avec une compensation financée par les taxes de nos factures d'électricité. On continue à les aider alors qu'on n'a pas forcément besoin de leur production puisqu'on produit trop. Et le consommateur, lui, continue à les aider et ne bénéficie pas de cette production. Pour mieux profiter de la production d'électricité renouvelable, la tarification heure creuse heure pleine changera au 1er novembre avec des créneaux moins chers, recentrés sur la journée.
Et donc on a inventé des tatouages électroniques. Regardez comment ça fonctionne. Le cas typique, c'est l'enfant qui fait de la fièvre, par exemple. Eh bien, on va lui mettre un tatouage exactement comme les tatouages pour enfants. Vous savez, ceux qu'on colle avec de l'eau, c'est les mêmes. Sauf que ce tatouage, lui, il est électronique. Et donc, comme il est électronique, il va pouvoir envoyer des informations directement au téléphone portable pour pouvoir suivre la température, la fréquence, l'oxygénation du sang, tout ça à distance avec son téléphone portable. Mais on travaille sur une nouvelle génération de tatouages qui, eux, vont devenir quasiment invisibles parce qu'ils vont utiliser un matériau, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le graphène. Le graphène, c'est un matériau vraiment magique puisqu'il permet de faire des circuits électroniques ultra fins, ultra souples et qui sont capables de générer l'électricité. Avec ces tatouages, là où c'est formidable, c'est qu'on n'aura plus besoin de se faire des prises de sang, on n'aura plus besoin de se brancher à des appareils puisque le médecin va pouvoir directement interroger le tatouage et récupérer tous les indicateurs, toutes les informations de santé à distance. Mark Carney says he's a fresh start, but look who's standing behind him. Gerald Butts, Trudeau's puppet master. David Lametti, Trudeau's justice minister. Marco Mendicino, Trudeau's gun grabber. These aren't new ideas. They're the same old liberal destroyers repackaged. Mark Carney didn't clean house, he restocked it. Meet the old boss, same as the new boss. Canada can't afford a sequel. Il dit les choses, mais en fait, il dit les choses que tout le monde pense, croit, voit. Mais en même temps, ça a plus de poids parce que c'est lui qui le dit. Bernard Arnault, c'était hier l'Assemblée générale de LVMH. Et moi, je suis favorable, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais à essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors, c'est pas toujours facile parce que l'Europe, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Vous voyez, donc la discussion n'est pas forcément facile, mais c'est à ça qu'il faudrait aboutir. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Je ne sais pas si on va y arriver, j'espère, mais voilà. Sinon, si on se retrouve avec des droits de douane élevés, bien, effectivement, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany, et on sera amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Et ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises pharmaceutiques, j'ai déjà entendu plusieurs sociétés qui envisagent d'augmenter leur capacité aux États-Unis, mais il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Et il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Bon, c'est passionnant quand même d'écouter ça, parce que personne ne le disait il y a 20 ou 25 ans. Et Bernard Arnault, forcément, il a une proximité avec Emmanuel Macron. C'est des gens qui se parlent. Bon, et je pense qu'Emmanuel Macron, il pense la même chose que Bernard Arnault. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ça fait 8 ans. J'imagine que lui-même doit faire la même analyse. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une sorte de technostructure qui a pris le pouvoir et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Oui. André Vallini. C'est vrai qu'on critique souvent la bureaucratie bruxelloise. Elle existe. C'est une réalité. Mais en l'occurrence, et ce que dit Bernard Arnault se rapporte à l'actualité, en l'occurrence, il ne faut pas quand même renverser la charge de la preuve, si j'ose dire. Ce qui se passe actuellement, c'est de la faute de Trump. Les difficultés auxquelles risque de se heurter Bernard Arnault pour exporter, c'est à cause André, mais André, c'est pas ce qu'il dit. D'accord. C'est pas ça qu'il dit. Justement, Bernard Arnault. Vous allez taper sur Trump, c'est votre truc, vous êtes content, vous avez votre diable.
C'est extraordinaire. Il parle de la technostructure européenne. Au lieu de parler de ça, vous parlez de Trump. Il parle aussi des droits de douane. Mais c'est pas le. Mais après, mais c'est autre chose. Il parle des ce qu'il dit. Non, ce qu'il dit. Bernard Arnault est proche de Trump. Il a été invité à son investiture. Il a investi aux États-Unis. En fait, c'est insupportable. Pascal, je vous adore, mais c'est insupportable en fait. Pascal, je vous assure. Est-ce que je peux terminer? Oui, mais surtout essayez. Est-ce que vous pouvez un jour dans votre vie ne pas réfléchir avec l'idéologie? Est-ce que un jour vous pouvez vous dire que c'est pas exactement ce qu'il dit, que Trump c'est autre chose? Il vous dit que la technostructure bruxelloise et que la France en rajoute. Oui. C'est ça que vous devriez constater. Je dis qu'il a raison. Mais je dis qu'il a raison. De Trump parce que je développe. Parce que je développe mon raison. Et pourquoi vous défendez Trump à ce point? Mais je le défends pas. C'est votre idole. Mais pas du tout. C'est votre idole, Trump. Avec ce qu'il fait sur les droits de douane. Bernard Arnault a des grandes difficultés pour exporter. Alors il dit qu'il a investi aux États-Unis. Vous savez qu'il a investi. Il a inauguré. Vous me laissez parler, Pascal, 30 secondes. Il a inauguré une usine avec Trump lors du premier mandat de Trump. Il est allé inaugurer une usine Louis Vuitton aux États-Unis. 1000 emplois devaient être créés. 300 seulement l'ont été parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis. Bernard Arnault est très embêté de ce que fait Trump. Il est très déçu, c'est un amoureux dépité, c'est une déception amoureuse. Il a misé sur Trump, il est allé à l'investiture de Trump et Trump met des droits de douane qui vont mettre en difficulté Bernard Arnault. Voilà pourquoi Arnault dit que ce qui se passe est très dommageable et il a raison, que la technocratie bruxelloise en rajoute. Pascal. Et vous avez raison, Pascal, la technocratie bruxelloise en rajoute souvent. Mais l'origine du problème actuel, c'est Trump, que vous le vouliez ou non. Je sais que ça vous déplaît parce que Trump est devenu votre idole. Eh oui. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que vous défendez Trump à longueur de plateau. Mais jamais de la vie. Vous défendez Trump à longueur de plateau. Mais jamais de la vie. Je vous assure que je préférais quand c'était Reagan ou d'autres présidents. Vous savez ce que je dis, comme tout à chacun, Trump c'est une réaction. À force de pas écouter les peuples, vous avez Trump. Vous croyez que ça nous fait plaisir d'avoir Trump, sérieusement, et d'avoir une forme de vulgarité au pouvoir comme ça? Surtout cette incohérence. Et cette incohérence. Oui. Mais si on écoutait un peu plus les peuples, on n'aurait pas des Trump. Vous pouvez comprendre ça, que ça fait des années que les peuples en Europe ou aux États-Unis ne sont plus écoutés. Alors quand ils sont plus écoutés, effectivement, ils vont chercher d'autres personnes. Donc arrêtez de dire que je défends Trump. Mais en revanche, sur Bernard Arnault, ce qui m'intéresse, c'est son constat sur l'économie française. Parce que ça va avec Pouyanné, ça va avec Safran, ça va avec Monsieur Ménégo de Michelin. C'est ça qui m'intéresse. Alors sur Safran, madame... La dictature sanitaire revient et elle n'est pas contente. L'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, vient de lancer avec la responsable du pôle santé de Terra Nova, Mélanie Heard, son think tank anticomplotiste Évidence. L'objectif affiché est la défense de la valeur politique de l'activité scientifique dans la société et l'enrayement sans attendre de l'obscurantisme et de la désinformation sur lesquels s'appuient les populismes qui fragilisent notre vie démocratique. Pour remettre la science au centre du débat public, le cercle de réflexion Évidence sera encadré par un comité éditorial composé entre autres par le sociologue Gérald Bronner, membre du conseil scientifique de Conspiracy Watch, du conseil d'orientation de la Mivilude et président de Les Lumières de l'ère numérique, commission de lutte contre les diffuseurs de haine, fondée par Emmanuel Macron, par ingénieur Laura Letourneau, Young Global Leader de la French American Foundation et le directeur général de Terra Nova, Thierry Pech. Parmi ses soutiens financiers, Évidence compte notamment l'INSERM, l'Institut Pasteur et la fondation Bill et Melinda Gates. Toujours les mêmes. Dès qu'il s'agit de créer un ministère de la vérité, on retrouve toute la clique du Covid. On a besoin d'en dire plus. Toutes les personnes que vous venez de voir là sont des gens qui devraient être en prison. Tous. Dans un monde normal, dans un monde normal où il y aurait une justice normale, où on reconnaît les effets secondaires de ce qu'on a injecté aux gens, où on reconnaît le scandale absolu de la création du virus dans des laboratoires, fait volontairement. C'est déclassifié par Washington, c'est déclassifié par la Maison Blanche. Déclassifié. Et TikTok va certainement censurer parce qu'ils disent que c'est de la désinformation. Ça vient de la Maison Blanche. Même dans les dossiers Merkel, on en parle même sur LCI. Merkel avait en 2020 entre les mains un dossier qui disait que ce virus a été créé à Wuhan dans les laboratoires P4 financés par l'Occident. On le sait aujourd'hui, on le sait, on sait aussi la mortalité et la dangerosité des injections. On sait ce que ça fait. Il continue encore de vouloir nous casser des bonbons. Pourquoi? Parce que la pandémie, la vraie, elle arrive.
Ah, le Covid, c'était une répétition. Ça, ce sont les propos de Albert Bourla, de Pfizer. Il a dit, le Covid est une répétition. La vraie pandémie arrive. Et puis surtout, il continue. Alors quand c'est pas la guerre, quand le narratif de la guerre ne prend plus, ils nous ressortent le mal. Soit le réchauffement climatique s'il fait un peu chaud, comme en ce moment il fait froid, qu'est-ce qu'ils nous ressortent? Des pandémies à la noix. L'OMS, donc selon Bild, hein, c'est un média, l'OMS se prépare à l'urgence de la variole du mammouth. Non, vous ne rêvez pas. C'est pas un 1er avril. Lors de l'exercice Polaris, des experts internationaux de 15 pays ont été chargés de contenir la propagation d'un agent pathogène sorti de la carcasse congelée d'un mammouth, rapporte le Daily Mail. Alors préparez-vous à la variole du mammouth. Hein. Donc si demain vous avez 2 défenses qui poussent, vous avez une variole du mammouth. Hein. Par contre, on les dégage quand, toute cette clique de criminels? Que ce soit Michel Simès, Buzyn, tous ces gens qui ont poussé ces pauvres gens à se mettre des poisons dans le sang, quand est-ce qu'on les arrête? Quand est-ce qu'on les met hors d'état de nuire? Quand est-ce qu'on les met dans la prison? Quand est-ce qu'on les envoie en tôle? Je veux dire, c'est du foutage de gueule. Pour moi, c'est un génocide préparé. C'est un génocide préparé. Regardez. Fauci donnait des ordres à Delfrécy, président du conseil scientifique en France, nommé par Macron. Les labs Leaks désignent clairement Fauci comme un criminel. Macron, Véran et médecin Plateau doivent s'expliquer. Voyez? Et ça, quand je vous dis le lab Leaks, c'est ce qui vient de Washington, de la Maison Blanche. C'est quand même pas des clodos. Voilà, ça vient de la Maison Blanche, tout ça. C'est déclassifié de la Maison Blanche. Alors vous allez dire, oui, mais Kennedy est considéré comme un complotiste. Ben oui, considéré comme un complotiste par qui? Par Michel Simès. Et vous avez vu les dossiers qu'il a, Kennedy, sur les scandales vaccinaux, sur l'autisme. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors pour ceux qui voudraient aller voir les lab leaks, hein, c'est ici l'adresse, whitehouse.gov/lab-leak-true. Voilà, enfin bref, si vous allez sur mon Telegram, vous aurez l'adresse complète. Hein. Et je ne vous parle pas, je vous épargne bien sûr que depuis 2021, ça ne cesse de décroître. C'est-à-dire que l'explosion des effets secondaires des cancers et des maladies graves baisse la natalité après l'injection, n'est-ce pas? Tout cela ne serait qu'une pure coïncidence selon les médias. Il y a une chute de la natalité au Japon, ils n'ont jamais vu ça, c'est historique. En France, c'est idem, ainsi que l'accroissement des cas de cancer chez les moins de 35 ans. Hein, ils disent qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Franchement, ils savent pas d'où ça vient. Ben, je sais pas. Dites-leur de me poser la question, je leur dirai. Hein. Allez, bon, salut à tous. J'en ai ras la casquette personnellement. Parce que je pense que le pire est vraiment devant nous et ça arrive très vite.